L'Instant Mag de Magali Barthès. Raflé en 1943 et contraint aux travaux forcés en Allemagne, Albert Corrieri nous livre une véritable leçon de courage. Cet ancien déporté de 101 ans qui a vu la mort de près nous raconte son vécu et c'est un honneur que d'être aujourd'hui à ses côtés pour l'écouter. Bonjour Albert Corrieri. Oui, bonjour madame. Il y a dans votre mémoire une date marquée au fer rouge, c'est celle du 13 mars 1943. Oui, c'est une date inoubliable ça. C'est le jour de mon départ en Allemagne. J'ai été déporté par le régime de Vichy. Donc voilà, nous sommes partis et ce jour-là, je travaillais dans un restaurant. J'avais ouvert le restaurant, c'était 7h du matin. Donc je vois à travers la vitre 2 ou 3 Allemands, faisaient les 100 pas devant et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont faire ces Allemands-là? À ce moment-là, les Allemands entrent dans le restaurant et se dirigent directement sur moi. Ils me questionnent, ils me demandent mes papiers. Ils me disent, vous êtes français? Je leur dis oui. Ils prennent la carte d'identité, ils gardent la carte d'identité, ils la gardent et ils me disent, vous viendrez la retirer ce soir à la rue Honorat. J'avertis mes chefs qui sont dans la cuisine, donc je m'en vais, je quitte le restaurant pour aller avertir mes parents. Et là, préparer la préparation du départ pour 5h du soir. Voilà, arrivé à la maison, j'annonce ça à mes parents qui sont pas très heureux bien sûr, et à 5h du soir, je me retrouve à la rue Honorat, donc devant des fils de fer barbelés, des sentinelles allemandes, armées, casquées. À ce moment-là, on est reçu par des officiers allemands qui nous ont remis la carte d'identité, et après ils nous ont dit de repartir, d'aller prendre le train à la gare Saint-Charles. C'est ce qu'on a fait. Il y avait un train tout prêt pour partir qui nous attendait. Donc moi je suis rentré et j'ai attendu que le train soit plein. Donc quand le train était plein, nous sommes partis, nous nous sommes dirigés sur Strasbourg. Et à Strasbourg, on nous change de train et nous partons sur Pirmasens, petit village là. On y est resté un jour là. Et donc dans ce village, les Allemands nous ont dit vous allez partir ce soir. On s'est assis, on a mangé, il était midi et derrière nous il y avait un camp russe. Et ce camp de Russes là, il y avait des prisonniers où le plus lourd devait peser pour moi 20 kilos à peu près, qui nous a vraiment touchés. La moitié était dehors, la moitié était dedans. Ceux qui étaient dedans sont sortis et ils sont venus vers nous. Ils ont tendu les mains à travers le grillage. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est arrêté de manger, ça nous a touchés et on est allé leur donner des aliments. Donc ils avaient les mains tendues. Il y a eu les gardiens, quand ils ont vu ça, donc ils sont venus vers les prisonniers et ils ont tapé avec des crosses de fusil sur leurs mains pour lâcher les aliments. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Ils n'ont pas pu manger, donc nous, ça nous a échaudés. Donc ils nous ont engueulés. Et puis alors après, nous avons pris le train. Le soir, nous sommes repartis. Et là, on nous a mis dans des wagons à bestiaux pour rejoindre Ludwigshafen. On est arrivé vers les 5h du soir. On était attendus par des gars avec des pancartes. Donc on a reconnu ces gars-là. On était une cinquantaine à peu près. Donc on s'est dirigé vers eux. Ils nous ont accompagnés dans une école d'affectés qui se trouvait à Ludwigshafen, dans la ville. Et là, quand on est parti, on avait 500 mètres à faire de la gare à l'école. Ces 500 mètres, on les a fait péniblement parce qu'on était reçus à coups de pierre par des jeunes de 16-17 ans. On est arrivé à notre école et là, nous avons commencé à être mis au travail. Ces images vous hantent, on le comprend, et vous êtes dès lors pris dans un engrenage astreint à remplir des wagons de charbon dans l'usine électrique de Ludwigshafen. Le premier travail que j'ai fait, on me met dans un service de travail de nuit ou de jour. Donc là, ce jour-là, j'étais de nuit et on me met à charger des wagons de charbon. Je prends le charbon, je l'envoie dans le wagon et ça toute la journée répété. Je peux avoir 21 ans comme j'avais, mais la fatigue se fait ressentir. Par conséquent, il était à peu près minuit, 1h du matin. Je quitte mon travail pour aller chercher un petit peu de repos. C'était des bâtiments en fer, comment je pourrais vous dire, il y avait des escaliers genre un peu métalliques, tout ça. Alors donc là, il y avait des gros appareils qui chauffaient. Et là, j'ai tenté de me mettre à côté pour me chauffer. Je me suis allongé sur le sol qui était en fer, bien sûr. Et là, j'ai commencé à dormir, je me suis bien reposé. Puis un moment après, le chef devait me chercher, il me trouvait pas. Et il est monté, il a cherché partout, il a fini par me trouver. Et là, il est venu me réveiller en me disant qu'il fallait aller travailler. Alors moi, je lui ai dit, je me repose, je suis très 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 fatigué, donc j'en peux plus, il faut que je me repose, tout ça. Il m'a dit, non, mais moi, j'ai des ordres, il faut que tu ailles travailler. Pourtant, il était très gentil, celui-là. Malgré tout, il a fallu que j'aille travailler, que je me remette au boulot à 1h du matin à recharger les wagons. Et oui, puisque à 39 de fièvre, vous deviez même travailler. Alors vous êtes, pour ainsi dire, un miracle
miraculé puisque par 2 fois, vous avez échappé à la mort lors des bombardements anglais et américains. Oui, bien sûr, j'ai échappé 2 fois à la mort. La première fois, ça a été le 7 septembre. J'ai subi un bombardement de 6 heures. Il a commencé à minuit, le 5 septembre 1943. Il a commencé à minuit et il a fini à 6 heures du matin avec des jets de bombes à phosphore. Et là, malheureusement, je me trouvais à 2 heures du matin dans la rue, nuit noire, bien sûr, et les bombes tombaient. Il y avait Mannheim et Ludwigshafen en feu, parce que les bombes, on était bombardés par des grosses bombes d'1 tonne. Et en plus, il y avait des bombardements par des crayons. On appelait ça les crayons, c'était des bombes à phosphore. Donc la bombe à phosphore, quand elle explose, le phosphore s'étend et ça fout le feu. Donc les 2 villes étaient en feu. Donc moi, je me suis épargné comme un petit rat. Voilà, on allait chercher refuge n'importe où. Et voilà où je m'en suis bien sorti. Et c'est votre intuition qui vous a en quelque sorte épargné. J'avais un pressentiment de rester un jour dans le bombardement, du fait que j'avais été déjà blessé par un bombardement, et ça m'a mis la peur en moi. Et chaque fois que j'entendais les sirènes, j'étais épouvanté de recevoir des bombes sur soi, alors qu'on n'a aucune défense. Nous sommes là pour subir, malheureusement. Les bombes vous tombent dessus, il ne faut pas être où la bombe tombe, malheureusement. C'est ce que j'ai échappé jusqu'à présent. Et oui, d'autres camarades n'ont pas eu cette chance. Le bombardement a commencé à minuit et il a fini à 6 heures du matin. Donc là, le 7 septembre, le lendemain, on a voulu faire une promenade avec les amis. On est parti de Ludwigshafen et nous sommes allés sur Mannheim. Mais avant de partir sur Mannheim, nous avons rencontré à la place Pfalzbau une bombe. Mais avant ça, il faut que je vous dise que nous étions 15 collègues pour aller faire cette promenade. Donc les 15 collègues étaient un peu derrière nous. Ce qui fait que moi, je marchais avec mon copain, j'étais à sa droite. Je suis arrêté pour appeler tous mes copains. Mon collègue Agar Paul, qui était boulanger à Cadenet, que je me souviens comme maintenant, je le revois encore, ce monsieur très gentil. Donc lui a continué sa route, continué son chemin, et moi je me suis arrêté pour appeler les copains. Mais lorsque j'ai voulu le rejoindre, au lieu de me remettre à sa droite, je me suis mis à sa gauche, machinalement. Donc il y avait un petit trottoir à monter, et sur la placette, il y avait une bombe à retardement qu'on a vue de loin. Et la bombe à retardement, moi je lui ai dit à mon collègue, j'ai dit regarde, fais gaffe, il y a une flamme là. Lui il me dit non, ça risque rien. Mais alors moi je lui ai dit, on dirait un feu de Bengale. J'ai pas fini de dire le mot que la bombe a explosé. Donc la bombe en explosant, elle a fait des morts et des blessés bien sûr. Donc ça a fait le mort pour mon ami qui a reçu une balle en plein cœur, Agar Paul. Il est tombé sur moi. Donc lui, péché, les amis, les copains l'ont pris, ils l'ont mis dans une couverture et donc ils l'ont mis dans un couloir. Ça c'est ce qu'on m'avait dit. Et moi, on avait commandé une ambulance, on m'a transporté à l'hôpital à l'ambulance. Donc j'arrive à l'ambulance, on a coupé mes vêtements. Donc ils se sont aperçus que j'avais une blessure assez importante au bras droit. Donc le bras était traversé complètement. Et j'avais 2 docteurs allemands devant moi qui ont dit, sans trop réfléchir, et donc, quand ils ont vu la blessure, ils ont dit abschneiden, ça veut dire recouper. Moi, inférieur à eux, je me laissais faire. Donc à ce moment-là, j'ai eu une chance inouïe que l'infirmier français se trouvait dans le bloc opératoire. Il a entendu la conversation et il est vite accouru vers nous et il m'a dit non, monsieur, vous coupez pas le bras à ce monsieur, je vais m'en charger moi-même. Vous le laissez, c'est un Français, je vais m'en occuper. Et c'est de là que ce monsieur m'a sauvé de l'amputation. Oui, de l'amputation. Comme quoi le destin... Et vous n'avez jamais pu retrouver cet infirmier? J'ai essayé de tous les moyens. Cher, je voulais le remercier parce que c'est une aubaine que j'ai eue d'avoir ça. C'est inimaginable. Comment on peut trouver une situation comme ça dans des moments pareils? On va vous couper le bras, vous avez quelqu'un qui vous le sauve à l'in extremis. C'est incroyable ça. Eh bien pourtant c'est la vérité. Voilà, alors donc ce monsieur, cet infirmier français, j'ai fait de tout pour le retrouver. Malheureusement, je n'ai pas eu la possibilité de le retrouver. Mais ça sera peut-être très difficile. Mais il y a des descendants là. Peut-être un jour je verrai un de ses petits-fils ou je sais pas. On va voir. Si le destin le demande, ça serait bien pour moi. Et de retour à Marseille, vous avez pris votre courage à 2 mains pour annoncer à la mère de votre camarade la terrible nouvelle. Vous savez qu'à la gare Saint-Charles, quand on est arrivé, il y avait beaucoup de parents qui attendaient leurs enfants. Comme mes parents m'attendaient, moi dans ma mémoire, je me suis dit, il y en a un qui ne reviendra pas, c'est Livon Marcel, parce que lui, je l'ai vu mourir dans l'abri, témoin, où je me suis sauvé plusieurs fois de cet abri, puisque j'allais coucher très loin. J'allais coucher à 7 km pour me sauver. Donc pour en revenir à Marcel Livon, je me suis dit, il faut que j'aille avertir sa mère, parce que si elle va à la gare, qu'elle l'attend, il ne reviendra jamais. Donc je me suis pris à deux mains, j'ai dit, voilà, c'est une lourde charge que je prends, mais je suis obligé de le faire. Et j'y suis allé. Je suis allé à la boulevard de la Blancarde, et j'ai sonné à la porte de Madame Livon, qui m'a ouvert, et je lui ai raconté le coup. Malheureusement, voilà, ça a été très dur pour moi, mais je l'ai fait. C'est une obligation pour moi de le faire, pour pas faire
trop souffrir cette dame. Et oui, ces images vous hantent et toutes vos anecdotes illustrent à quel point la notion de confort est relative. C'est une leçon pour la jeunesse actuelle et d'ailleurs pas seulement la jeunesse. Et vous avez été décoré par le Souvenir français, vous en êtes fier, mais il vous manque quelque chose, Albert Corrieri. Ah ben écoutez, pour avoir été médaillé du Souvenir français, oui, c'est sûrement que ça fait plaisir. Ça m'a été remis le 13 mars dernièrement, là, par monsieur Ray, donc Maurice Ray, qui a bien voulu me décorer et qui m'a fait un énorme plaisir. C'est un très grand honneur pour moi d'avoir reçu la médaille vermeille du Souvenir français. Et vous avez lancé aussi un appel au président de la République. Ah ben là, j'avais lancé un appel au président de la République pour lui annoncer que j'étais déporté et que je cherchais à avoir une réparation. Bon, ben j'ai fait cette lettre en 2018, je l'ai envoyée, j'ai suivi le cheminement de la lettre, j'ai su que la lettre était arrivée à l'Élysée, mais malheureusement, M. Macron ne m'a pas répondu. Donc, c'est peut-être un détail pour M. Macron, mais c'est pas un détail pour moi. Parce que moi, je l'ai pris du mauvais côté. Hein. Voilà. Alors, si je le reverrai, je le lui dirai même en face, sans la peur et sans trembler. Eh bien, espérons que votre appel soit entendu par le président de la République. On ne peut y demeurer insensible. Un grand merci, Albert Corrieri, pour votre témoignage si précieux, un témoignage qui résonnera, je l'espère, dans les esprits des plus jeunes. Merci. Écoutez, de tout ce que vous avez fait, c'est moi qui vous remercie, madame. Je vous remercie énormément, beaucoup. Merci.